Bonjour à tous et à toutes pour cette émission consacrée aux éphémérides du ciel à réaliser en ce mois de janvier 2024. Eh bien, c'est le moment de s'intéresser à quelques événements. Et ce mois-ci, eh bien, nous avons choisi notamment de vous parler du rapprochement de notre planète bleue avec le Soleil. Mais nous aurons aussi, et bien sûr, une pluie d'étoiles filantes, ainsi qu'une belle conjonction à pouvoir observer entre quatre objets du ciel. Et enfin, eh bien, nous parlerons d'un rapprochement entre un astéroïde et une nébuleuse. En tout cas, je suis en compagnie, comme chaque mois, de nos astronomes amateurs, en particulier eh bien, Pascal, ainsi que de Mathieu de la chaîne L'Explorateur du ciel. Sans plus tarder, eh bien, nous allons commencer avec ce premier événement qui a lieu le 3 janvier. Et donc, c'est notre planète bleue qui est au plus proche du Soleil. Alors, puisqu'effectivement, la Terre passe au périhélie orbital. Alors, on peut tout de suite rassurer nos auditeurs en précisant que ça n'a aucun lien, bien sûr, avec un potentiel réchauffement climatique. Oui, non, effectivement, ça n'a pas de relation. Alors, je vais pas dire que ça n'a aucune conséquence, aucune influence, mais l'influence est tout ce qu'il y a de plus minime. Alors, pour parler un petit peu de cet événement-là, si vous voulez, l'orbite de la Terre n'est pas circulaire autour du Soleil, et vous avez une différence qui va se jouer de l'ordre de 5 millions de kilomètres. C'est très peu. 147 millions de kilomètres au plus proche du Soleil, 152 millions lorsque la Terre s'en éloigne. Mais l'impact en fait le plus flagrant pour nous, terriens, enfin pour nous plus exactement astronomes amateurs, ça va être la différence de la taille angulaire du Soleil vue depuis la Terre. Et alors cette différence est de l'ordre de 1 minute d'arc entre le périhélie, qui a donc lieu ce 3 janvier, et la félie, qui va avoir lieu donc au tout début du mois de juillet. Alors cette différence, elle peut être mise en valeur en réalisant deux clichés, seulement deux clichés. Alors le premier, lors du périhélie, donc dans les premiers jours du mois de janvier, ça revient tous les ans au même moment, et le second, lors de la félie, qui lui a lieu donc tous les ans dans les premiers jours du mois de juillet, à donc 6 mois d'intervalle. Il ne suffit plus que de superposer les deux images ensuite pour se rendre compte du phénomène. Alors attention cependant à veiller à utiliser strictement le même matériel lors des prises de vue pour éviter de fausser les résultats. Même caméra, même tube optique et même Barlow si vous en utilisez une notamment. Voilà, donc ça peut être l'occasion de suivre eh bien, l'activité du Soleil, qui, à encore mes sources, eh bien, sont de plus en plus intenses. Oui, effectivement, tout récemment, le 31 décembre 2023, 31 décembre dernier, donc il y a quelques jours à peine, eh bien, une éruption de classe X5 s'est produite sur le limbe du Soleil, à un endroit où en fait un énorme groupe de taches est en train d'émerger de la face invisible du Soleil vers la face, vers l'hémisphère, le côté du Soleil qui nous fait directement face. Euh, Ce type d'éruption-là fait partie des éruptions les plus puissantes que peut produire le Soleil. Et en fait, cette éruption de classe X5 ne s'est pas produite depuis les dernières grandes tempêtes qui avaient eu lieu en 2017. Donc ça fait maintenant 6 ans, bientôt 7 ans qu'on n'a pas eu une activité solaire aussi intense et ça va aller croissant jusque 2000, jusque cette année, voire l'année prochaine, 2025, où le Soleil doit atteindre son pic d'activité avec des éruptions toujours plus importantes et surtout, ce qui pour nous va être le plus visible en tant qu'amateur, eh bien, euh, à condition d'être bien équipé en toute sécurité pour observer le Soleil, eh bien l'augmentation du nombre de tâches à la surface du Soleil. D'accord. Eh bien, maintenant, nous allons passer à cet événement qui a lieu donc le 4 janvier. Il s'agit du maximum de l'activité des étoiles filantes des Quadrantides.
Et là, eh bien, je vais laisser Robin en parler. Alors, n'ayant pu se joindre à nous, eh bien, nous allons l'écouter en différé. Alors ce mois-ci, je vais vous parler d'un nouvel événement qui se passe tout début janvier. Il s'agit de la pluie d'étoiles filantes des Quadrantides. Alors le mois dernier, on a eu le droit de pouvoir observer une autre pluie d'étoiles filantes, les Géminides. Et cette fois-ci, on a encore une fois la chance de pouvoir observer les Quadrantides. Alors, pour faire assez simple, un petit peu comme à chaque pluie d'étoiles filantes, ces pluies, elles sont générées par généralement des poussières de comètes ou d'astéroïdes qui passent dans l'orbite de la Terre. Et lorsque la Terre passe sur cette orbite-là, à un moment bien particulier, eh bien, on a ces poussières qui viennent s'écraser sur la surface de la Terre. Alors, pas forcément s'écraser en tant que tel, mais vont venir se consumer dans l'atmosphère et former ces traînées, ce qu'on appelle les étoiles filantes. Donc, on pourra avoir l'opportunité d'observer une pluie d'étoiles filantes durant ce début du mois de janvier. Et il s'agit des quadrantides. Alors, dans quelle zone du ciel observer? Alors, généralement, on donne le nom des pluies des étoiles filantes en lien avec les constellations dans lesquelles on a le radian. Alors, le radian, c'est là où semblent provenir les étoiles filantes qu'on va pouvoir observer. Mais alors pour le mois dernier, on avait les Géminides qui proviennent de la constellation des Gémeaux, d'où le terme Géminide. Mais les Quadrantides, ça ne vous dit peut-être pas de constellation, puisque c'est une constellation qui a été rendue obsolète en 1922, qui est la constellation du Quadrant. Et donc, en fait, elle se situe exactement entre la constellation du Bouvier, au niveau de la tête du Bouvier, et le Dragon et la Grande Ourse. Donc c'est toute une zone où il n'y a pas spécialement d'étoiles brillantes, mais il y avait autrefois la constellation du Quadrant. C'est pour ça que la pluie d'étoiles filantes des Quadrantides s'appelle ainsi. Donc la zone du radian, elle sera située dans le Bouvier, en direction nord-nord-est, au niveau de la tête, entre la constellation du Dragon, la Grande Ourse, Hercule, dans toutes ces zones-là. En tout cas, il faudra regarder direction nord-nord-est. Et la période de maxima sera entre le 1er et le 6 janvier, vers le milieu de nuit à peu près. Ça sera vraiment l'occasion la plus adéquate pour laisser le temps à ces constellations de se lever proprement, correctement, qu'on puisse observer ces pluies d'étoiles filantes. Et ça sera normalement relativement intéressant, puisqu'on aura une fréquence entre 60 et 200 étoiles filantes par heure. Alors ça peut forcément varier selon l'année, mais c'est ce qu'on estime. Donc l'objet responsable de ces poussières liées à ces étoiles filantes, c'est l'astéroïde 2003 EH1. Et on aura la chance d'avoir une lune qui nous embêtera pas trop, puisqu'elle sera certes à 43%, mais elle sera sous l'horizon. Donc ça sera vraiment une période assez intéressante pour les photographes et les amateurs d'étoiles filantes d'observer ce genre d'événement. Nous passons maintenant à ce troisième événement qui a lieu le 8 janvier. Il s'agit bien de la très belle conjonction le matin entre la Lune, parée d'une belle lumière cendrée, des planètes Vénus et Mercure, ainsi que de l'étoile Antares. Alors, c'est un événement qui a inspiré le poète de notre chaîne, j'ai nommé Pascal. Oui, donc comme tu viens de le dire, Nathan, quoi de plus beau en ce début d'année que de réunir quatre bels objets du ciel? Et c'est précisément ce que nous aurons donc le 8 janvier, avant même le lever du jour, avec l'apparition progressive d'abord de la deuxième planète du système solaire, à savoir Vénus, l'étoile du Berger, que vous n'aurez pas de mal à repérer d'ailleurs, puisque ce sera la plus brillante dans le ciel, et dès 6 heures du matin, d'ailleurs, elle pointera son nez. Et puis, suivi de très près par notre satellite, donc la Lune, et puisque nous serons 4 jours avant la nouvelle Lune, eh bien, nous serons dans le dernier croissant. Ça veut dire que sa luminosité ne gênera pas la conjonction des autres objets.
Et de plus, elle nous gratifiera, comme nous l'a dit Nathan, eh bien d'une belle couleur cendrée, ce qui sera donc magnifique à observer. Et puis, à peu près 30 minutes ensuite, plus tard, eh bien, nous pourrons observer l'étoile principale de la constellation du Scorpion, à savoir cette double étoile Antares, la 16e étoile la plus brillante du ciel nocturne. Avec sa teinte rougeâtre et son scintillement, eh bien, elle sera facilement identifiable. Et pour finir, apparaîtra Mercure avec une magnitude négative de moins 0,09. Alors, elle apparaîtra bien sûr comme un point blanc, mais teinté d'un peu d'orangé, en fait, grâce à la dispersion de sa lumière entrante dans notre atmosphère. Donc, c'est le moment idéal pour bien observer cette conjonction quadruple, donc du 8 janvier. Et le moment vraiment idéal sera entre 7h30 et 8h, parce que nous serons suffisamment haut sur l'horizon. Quelle direction? Eh bien, en regardant la direction sud-sud-est. Je vous assure que c'est un beau premier spectacle en ce début d'année, avec de belles couleurs, si bien sûr vous avez la chance d'avoir un ciel suffisamment dégagé. Alors, on vous souhaite très bonne observation à tous en ce début d'année. Et vous pourrez bien retrouver ces 4 astres bien, le lendemain, vous verrez dans une nouvelle configuration, aux allures notamment de parallélogramme, et ce sera donc l'occasion bien de réviser sa géométrie céleste. Bien, et maintenant nous passons à ce dernier événement que nous avons choisi, s'il s'agit le 13, eh bien, le gros astéroïde Vesta qui se met en perspective avec la nébuleuse du Crâne dans le cadre d'un rapprochement conjoint. Et bien, je me tourne de nouveau vers Mathieu, donc qui va pouvoir nous donner des détails sur l'observation de cette conjonction. Eh bien, ça va se passer dans la constellation du Taureau. Alors, plus exactement dans une zone qui se trouve, alors certes dans le Taureau, mais également entre la constellation du Cocher et la constellation d'Orion. Alors, comment repérer l'événement? Eh bien, les deux objets se cachent à un tiers d'un segment virtuel qui relierait les étoiles Elnat de la constellation du Cocher à l'étoile Bételgeuse de la constellation d'Orion. Et à cet endroit, eh bien, est visible à l'œil nu, sous un ciel moyennement pollué par la lumière urbaine, l'étoile Zeta Tauri, qui est de 3e magnitude. À la proximité immédiate de cette dernière étoile, eh bien, dans la direction légèrement nord-ouest, pourront alors s'observer Vesta et M1, qui est donc l'autre nom de la constellation de la nébuleuse du Crâne. Pardon. Alors, cette conjonction n'est toutefois qu'apparente. Ne l'oublions pas, puisque Vesta est à environ 250 millions de kilomètres de nous, alors que la nébuleuse M1 en est à 6300 années-lumière. Et là, je me tourne vers vous. Est-ce que vous souhaitez avoir la conversion en kilomètres? Le choc est assez important, en fait, puisque, je rappelle, pour Vesta, 250 millions de kilomètres. Si je convertis 6300 années-lumière pour la nébuleuse du Crabe en kilomètres, eh bien, ça donne, tenez-vous bien, accrochez-vous bien, 60 millions de milliards de kilomètres. C'est énorme. D'accord, eh bien dis donc. Et maintenant, est-ce que tu peux nous donner bien quelques astuces pour notamment photographier ces 2 objets? Oui, bah, le grand classique en imagerie, en astrophoto du ciel profond, bah, posséder d'abord une monture qui soit motorisée. Là, il s'agit de suivre ces 2 astres sur des pauses qui vont être assez longues afin de pouvoir augmenter le signal. Alors après, peu importe le tube que vous allez avoir, finalement,
Le champ importe relativement peu si vous êtes amateur de grands champs ou de courtes focales, de plus longues focales. Je vous donne quand même quelques ordres d'idées hein, selon le matériel que vous allez utiliser. Euh, Par exemple, avec un capteur donc, qui est MX 533, il vous faudra une lunette de 80 par 400 ou un Newton de 150 par 750 ou encore un Newton de 200 par 800 pour avoir donc les deux astres intégrés dans le même champ. Si vous shootez à l'appareil photo réflexe, notamment un full frame, allez typiquement, je prends le grand classique désormais en photo, en astrophoto qui est le Sony A7S. Eh bien, vous pourrez même avoir des focales plus longues et utiliser par exemple un C8 qui a un rapport d'ouverture de 10. Voilà. Alors, maintenant, l'objectif, c'est quoi L'objectif, c'est de cumuler les poses pour pouvoir observer le déplacement de l'étoile Vesta sur le fond du ciel. Alors, la nébuleuse, elle ne bougera pas, hormis par le fait que il y a la rotation de la Terre qui va lui ordonner un certain mouvement. Ce mouvement-là, en réalité, n'est qu'apparent et n'est pas absolu. Par contre, Vesta, au-delà du mouvement qui est induit par la rotation de la Terre, eh bien, a son propre mouvement et circule plutôt vite autour du Soleil. Elle a une orbite qui est située entre Mars et Jupiter, et un petit peu comme Mars et Jupiter, d'ailleurs, a un mouvement apparent qui peut s'observer au cours d'une seule et même nuit. Alors, je dirais plutôt en photo qu'en observation visuelle. Il faut être vraiment très concentré, avoir beaucoup de points de repère pour arriver à déceler ce mouvement apparent en observation visuelle. Par contre, en astrophoto, c'est beaucoup plus facile. Vous cumulez des pauses d'une trentaine de secondes, d'une minute, 2 minutes, pourquoi pas peut-être. Et si vous les cumulez comme ça sur 2, 3, 4 heures, selon le dégagement du ciel au cours de la nuit pendant laquelle vous shootez, eh bien vous verrez qu'en fait, Vesta se sera très légèrement déplacé sur le fond du ciel en prenant pour base, pour repère des étoiles qui sont situées dans l'environnement immédiat de Vesta. Ce sont deux astres qui ont des luminosités à peu près similaires. Alors, des magnitudes qui sont similaires, mais des luminosités qui sont différentes dans l'absolu parce que la nébuleuse du Crabe, eh bien, possède quand même une grande surface sur le fond du ciel, alors que Vesta est un tout petit point concentré. De Vesta, vous ne verrez rien d'autre qu'un point. En fait, vous ne la différencierez pas d'une étoile avoisinante. Le seul moyen de la différencier, eh bien, c'est d'observer son mouvement sur le fond du ciel. Et puis, eh bien, de M1, vous pourrez observer la nébuleuse dans son ensemble avec des petites ouvertures et avec des ouvertures plus grandes ou avec des focales plus longues. Si vous shootez, si vous êtes en mode astrophoto, eh bien, vous pourrez même détailler l'intérieur de la nébuleuse et tous les filaments qui composent celle-ci. Eh bien, merci. Et merci à tous de nous avoir commenté ces événements pour ces éphémérides du mois de janvier. Avant de clôturer cette émission, eh bien, nous allons vous présenter donc deux images. La première qui retrace bien sûr l'activité du Soleil tel qu'il a été le mois dernier. Et pour cela, eh bien, nous avons choisi cette photo qui est en date du 2 décembre et donc où nous pouvons voir eh bien, le disque solaire. Alors vous avez bien sûr eh bien, tous les détails sur la photo. Et pour la deuxième photo, eh bien, nous avons choisi de vous présenter la planète Jupiter. Alors c'est un triptyque donc, de 3 photos de Jupiter, donc dans des conditions quand même assez difficiles, des conditions de brouillard. Et on peut voir et bien sûr le transit de la grande tache rouge de Jupiter. Et donc ces photos sont respectivement en ultraviolet, en visible et dans l'infrarouge à 642 nanomètres. Voilà donc que se termine cette émission. Donc nous vous donnons rendez-vous pour le mois prochain pour de nouveaux événements. Et
En attendant, eh bien, n'hésitez pas à laisser un pouce j'aime, à commenter nos vidéos. Et on vous souhaite de bonnes observations à tous et à toutes.